Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Top Rugby en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. On va revenir sur la défaite de l'UBB face à Montpellier et parler rugby à 7 avec son manager Laurent Ferrard qui est notre invité ce soir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci Laurent d'être avec nous pour parler de pas mal de choses dans l'actu rugby. Juste avant, Laurent va revenir sur cette défaite de l'Union Bordeaux-Bègles face à Montpellier en regardant le résumé de cette rencontre. C'est vrai Laurent, les conditions, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, c'était pas assez optimal pour l'Union Bordeaux-Bègles qui aime bien avoir un jeu plutôt alléchant et de rapidité. Ouais, c'était pas évident dans des conditions pareilles, mais il y a eu des blessés aussi. Il n'y avait pas forcément de ressources vives avec Pablo Huberti qui s'est blessé avant les matchs. Il a fallu composer et bon, ils auraient pu peut-être espérer un peu plus, mais au vu des conditions, voilà, c'était compliqué. Et si on regarde un petit peu le match, la conquête aussi a été quand même plutôt défaillante, notamment en touche. Donc on aurait aimé aller chercher un point. On sait qu'ils vont tous compter. Tous compter, on a vu beaucoup de supporters en masse. Romain Buros, on en parlera tout à l'heure, c'est sa première fois en tant que capitaine, 34e minute de jeu, les premiers points de Louis Carbonel. Et là on va avoir juste à l'instant même, à la 37e, l'essai du champion sud-africain Cobus Reinach. C'est vrai qu'il y a une période délicate entre la 30e et 40e, beaucoup de pénalités encaissées. On voit que Montpellier a élevé son niveau de jeu, une équipe de Montpellier qui était au bas-fond encore en début de saison, là qui reviennent très bien. Et là c'est le Reinach qui va marquer le seul essai de cette rencontre. Ouais, et puis après, c'était haché, donc il n'y a pas eu plus de points sur le reste du match après. Donc c'est dommage, hein, parce que Montpellier, même ils ont passé, on sait, un début de championnat quand même très difficile. Ils étaient quand même sur plusieurs victoires et puis pas forcément très impactés par l'équipe de France. Ils revenaient, mais néanmoins, ils craignaient quand même cette équipe de Bordeaux et parce qu'une défaite pour Montpellier les remettait aussi sur le bas-fond. Donc c'était un match âpre forcément au vu des conditions, mais c'est dommage. Peut-être on aurait pu ramener peut-être un point. Et finalement, on est pas si loin et on va pouvoir tester peut-être contre ça. Voilà. À la 32e minute de jeu, il y a eu le carton jaune aussi de Romain Bureau. Ça aide pas une équipe de démarrer la seconde période déjà à 14 contre 15. Ben non, ça aide pas. C'est jamais bon de perdre un joueur. Quand c'est devant, c'est un déficit de puissance, mais quand c'est derrière avec des conditions de pluie et de vent, forcément le troisième rideau, il faut le réorganiser. Quand c'est la qualité du joueur, ben, on se dit que forcément c'est un moment où ça va être un temps faible et qu'il va falloir faire avec, ou sans pour le coup. Donc pas forcément évident. Louis Carbonel qui a transformé cet essai, on voit qu'à la 68e minute de jeu, Bordeaux qui ouvre le compteur grâce au pied de Zacoms, comme on le disait, on voit cette pluie qui tombe, Louis Carbonel qui va ajouter 3 points supplémentaires pour faire un score de 10-3 pour Montpellier face à l'Union Bordeaux-Bègles. Ce poteau, heureusement qu'il y a eu cette défense, on se rappelle à Oyonnax où il y a eu ce poteau et Bielbarré qui a réussi à le récupérer et marquer cet essai. Donc c'est une victoire de Montpellier face à cette équipe de Bordeaux-Bègles, Bordeaux-Bègles qui affrontera Toulouse lors de la prochaine journée. Quel bilan on fait un petit peu de ce bloc avant cette nouvelle semaine de break pour les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles? Une victoire Racing, une victoire à Toulon, une défaite on va dire dérangeante face à Pau et le Stade Français Paris. Voilà, ça a été un petit peu un bloc compliqué, mais on s'en doutait un petit peu avec les doublons aussi. Bah, on savait que ça serait compliqué, et puis on était sur une période quand même plutôt très faste, avec le mois de décembre et janvier qui ont plutôt été de bonne facture, avec un niveau de jeu assez incroyable. Donc le fait qu'il y ait des absences, on savait qu'à un moment donné, on allait rentrer dans une période un peu plus délicate, où les équipes comme Pau ou le Stade Français sont venues aussi pour jouer leur va-tout. J'ai envie de dire qu'on sauve les meubles et qu'on limite la casse avec cette victoire quand même à Toulon qui était quand même importante, et le match contre le Racing aussi la semaine passée. Voilà, là ça va couper, ça va régénérer, il y a des joueurs qui vont rentrer, et puis le Stade Toulousain qui va arriver le 23. Faudra pas se louper contre le Stade Toulousain qui vient de perdre aussi à Perpignan. Donc voilà, c'est reparti pour déjà cette fin de saison. Elle va être longue, il va y avoir la Coupe d'Europe, il va y avoir encore beaucoup de choses. On va voir dans quel état vont revenir aussi les internationaux. Il y en a qui seront forcément plus mâchés que d'autres, il y en a qui seront... voilà, enfin, il va falloir faire avec tout ça. Il faudra être au prêt, en tout cas il y aura le retour de certains joueurs du 15 de France. Justement, on va écouter Romain Buros, capitaine pour la première fois face à Montpellier. Il était au micro de la Ligue nationale de rugby, il revient sur cette rencontre face à Montpellier. Et comme on le disait avec Laurent Ferrard, c'est vrai que les conditions n'ont pas été simples, on l'écoute.
On a fait quand même un gros match dans le combat, même si on a fait des erreurs, et c'est dommage de repartir avec 0 points de Montpellier. Ils font leur match, je pense qu'on fait aussi le nôtre et on aurait pu mériter de ne pas repartir bredouille. On fait des petites erreurs qui nous permettent pas de rester dans leur camp comme eux ont su le faire en première mi-temps. Et c'est quand même dommage, mais on va pouvoir continuer de bosser sur un match comme ça. En tout cas, j'espère que dès la semaine après la trêve, on saura regagner et repartir de l'avant en tout cas. Romain Buros, capitaine, Laurent, pour la première fois sous le maillot de l'Union Bordeaux, ça fait un petit moment qu'il est présent, il fait une très très belle saison et c'est une fierté de porter ce brassard. Ouais, je pense que oui, hein. C'est un joueur qui a maintenant sa 6e ou 7e saison à l'UBB. Au début de sa carrière, il aurait pu, à un moment donné, jouer en équipe de France aussi. Hein. Il avait été devancé par Jaminet sur une tournée en Australie, je crois. Et puis, cette année, il fait quand même une très très belle saison. Je crois que c'est légitime que le brassard lui revienne pour ce match-là. C'est un guerrier, il est présent, il marque des essais, il est leader dans son équipe, il est arrivé à un âge de maturité. Du coup, c'est très bien pour ce garçon. Et je pense qu'il est content de retrouver les coéquipiers après la trêve pour en découdre et pour retrouver, il a dit, le chemin de la victoire et du jeu aussi. Voilà. Justement, Romain Buros qui s'est exprimé sur ce sujet pour la première fois, capitaine de l'UBB, on l'écoute. Ouais, je suis fier, mais bon, j'ai pris un jaune et ça montre pas trop l'exemple. Mais bien sûr, je suis fier d'être capitaine de cette équipe sur ce match, même s'il manque du monde. Mais on espère que c'est de bon augure pour la suite quand même. Voilà, de la fierté pour Romain Buros. On va regarder les résultats et le classement de cette nouvelle journée de top 14. Comme on l'a dit, la victoire de Perpignan face au Stade Toulousain, prochain adversaire de l'UBB. La victoire également du Stade Rochelet face au Stade Français Paris, 23-3. On a vu le match nul entre Clermont et Oyonnax. Et le match incroyable entre la section paloise et l'Aviron Bayonnais, 42-40. Un point sur le classement pour voir que l'UBB tombe du podium et qui est 4e. On voit, Laurent, qu'il y a un groupe qui se forme entre la 3e et la 12e place, voire 13e place. Il n'y a que 10 points qui séparent la 3e jusqu'à la 13e place. Ouais, ouais, après on voit que les gros ils sont devant. Hein. La Rochelle qui n'a pas été beaucoup dans les leaders se retrouve 3e. On a le même nombre de points, 45, 45, 44, 44, 44. Ça va être chaud, tous les points vont compter, tous les points vont déjà compter. Mais jusqu'à la fin, il va y avoir forcément des confrontations directes entre ces équipes-là. À part le Stade Français et Toulouse qui semble quand même nettement en avance sur ce classement, le reste, ça va batailler jusqu'au bout. Justement, Toulouse, vous en avez parlé tout à l'heure, au Matmut Atlantique de Bordeaux, un dimanche soir, 42 000 personnes. Ça fait, à part l'équipe de France, c'est très rare de voir du top 14 avec une telle affluence. Ouais, on a la chance d'en voir souvent avec 30 000. Plus de 30 000. Matmut, match de gala, les internationaux seront revenus, y compris Antoine Dupont après sa parenthèse Seven. Peut-être Romain Tamac, qui ne devrait pas être très loin de reprendre. Voilà, ça va repartir, ça va cravacher sur un match de gala à 21h à la télé. Donc tous les voyants sont ouverts pour le rugby aussi, de pouvoir avoir ce genre de match. On voit des images du match aller entre Toulouse et l'UBB où Bordeaux-Bègles est perdu malgré l'essai de Nance du coin. Comment réussir à faire déjouer cette équipe du Stade Toulousain qui a l'habitude à très bien gérer la période doublon hormis la défaite face à Perpignan? Il va falloir retrouver notre jeu léché offensivement aussi, être capable de les mettre sous pression. On n'invente rien de toute façon. Ça sera d'abord une bataille d'avant et ensuite être capable d'exploiter les brèches laissées par l'adversaire et essayer d'être efficace offensivement. Et puis voilà, on a le temps, ils vont se préparer, on va rentrer, ils vont faire le bilan sur les joueurs qui sont à disposition et pour bien se régénérer, pour pouvoir faire un gros match contre Toulouse et repartir de l'avant et montrer que voilà, il y a l'épisode équipe de France. Maintenant, je pense à Maxime Lucu aussi qui va revenir. Maxime Lamotte qui n'était pas là. Mathieu Jalibert, on verra où c'est qu'il en est, mais déjà, je crois que rien que Max, ça va faire quand même beaucoup de bien à toute l'équipe, à lui aussi, j'ai envie de dire. J'ai vraiment une pensée pour Max quand même. Le retour de Bielbarré, de Penaud, de Porter aussi, qui étaient tous sur la pelouse hier au Pays de Galles face aux 15 de France. Un petit mot également de Marco Gazzotti qui est convoqué avec les moins de 20 ans la semaine prochaine pour affronter l'Angleterre à Pau. On va parler maintenant Seven avec vous, Laurent Ferrat. Vous êtes manager de l'UBB Seven, mais un petit mot déjà du 15 de France, de l'équipe de France A7 qui a gagné à Los Angeles avec Antoine Dupont, mais surtout avec toute cette belle équipe de l'équipe de France.
En tant qu'ancien joueur de rugby à 7, il y a une fierté de revoir cette équipe de France soulever un trophée d'une étape? Bah oui, ça faisait 19 ans et la dernière fois que l'équipe de France a gagné, j'avais la chance de pouvoir jouer. Donc c'était en 2005. Donc c'est vrai que du coup ça a mis aussi un coup de projecteur sur notre génération qui avait gagné le premier tournoi. C'était bien, il fallait que ça arrive parce qu'il y a eu des générations qui sont passées. Il y a eu Vakatawa qui a joué, il y a eu Borawa, il y a eu Candelon, il y en a eu des générations qui ont joué, qui ont perdu en finale. Ça faisait longtemps, c'est quand même une année particulière, on le sait, on va être au jeu. Les derniers jeux, on n'y était pas. Et cette année, le début de saison a été quand même plutôt délicat. Antoine Dupont qui avait annoncé sa participation dans l'équipe de France à 7 pour pouvoir postuler pour les Jeux Olympiques. C'était certain qu'il allait apporter quelque chose. 3e à Vancouver, sur le 2e tournoi, qui n'est pas évident, sur un 2e tournoi, de performer. L'équipe de France a quand même fait une très belle quinzaine et mérite amplement cette victoire à Vancouver. On va regarder justement les résultats de Vancouver du côté de Los Angeles, pardon, du côté du 15 de France. Voilà, juste beaucoup de victoires. On voit que l'Irlande ou la Grande-Bretagne, c'est des équipes qui montent en puissance, hein, notamment les Irlandais. Victoire face aux États-Unis 14-0, victoire 21-0 en finale. Il y a eu cette demi-finale 26-24 qui était très très intéressante. Il y a aussi d'autres pays qui commencent à émerger dans ce rugby à 7. Mais là, l'Irlande, ils sont actuellement classés 2e sur le World Series. Il y a aussi l'Argentine qui a perdu là, notamment contre l'Irlande, peut-être en quart de finale. Mais avant ça, ils ont tout gagné quasiment, les Argentins. Donc les Argentins, ils sont chauds. Les Fidjiens qui viennent de changer de sélectionneur aussi, ça allait pas. Ils ont pris un champion olympique de 2016 qui était le capitaine à ce moment-là. Donc les Fidjiens vont arriver parce qu'ils sont pas bien. Les Sud-Africains qui ont du mal à lancer leur saison aussi, malgré le fait qu'ils avaient gagné à Dubaï sur la première étape du World Series. Les Néo-Zélandais, ils sont pas très, un coup oui, un coup non. Les Australiens, donc il va falloir rester vigilant. Il y a le prochain tournoi à Hong Kong qui va être un gros test. Et les Français, forcément, ils vont se faire attaquer. Voilà, il faut que ça résiste et qu'ils soient capables de truster les places les podiums. Voilà, il faut essayer de jouer les podiums. Et plus on jouera les podiums, plus on sera ouvert pour gagner une médaille. Et à Madrid, sur la dernière étape, enfin le dernier tournoi du World Series, et qui préparera forcément les Jeux Olympiques de fin juillet. Hong Kong, il y aura le Brésil, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande dans la poule de l'équipe de France. Justement. Non, c'est pour les féminines. Ah, c'est pour les féminines, oui. Pardon, pour les féminines. Voilà, pour les féminines qui font un très bon parcours, elles aussi. C'est un peu plus compliqué à Los Angeles, mais elles aussi, elles font un très bon parcours. Les féminines, pour en toucher deux mots, mais elles font quand même régulièrement des podiums. Pour le coup, elles battent régulièrement ou l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Elles ont du mal à enchaîner ces deux grosses nations qui sont vraiment, vraiment des monstres. Mais il leur manque aussi ce petit tournoi, mais ça travaille bien, c'est plutôt régulier dans le positif, donc elles vont se régénérer, et à Hong Kong, on n'est pas à l'abri de voir une très bonne surprise des filles, qui voudront très certainement faire pareil que les garçons et gagner leur étape. Voilà. En tout cas, on vous invite à aller sur sudouest.fr. Camille Graciano était notre invité récemment. Justement, pour que cette équipe de France performe, il faut que les clubs performent aussi. C'est le cas à l'UBB avec ce projet que vous avez lancé il y a un petit moment maintenant. L'UBB 7, ça marche très bien, de très bons résultats et la saison qui reprend. Ouais, on a eu de bons résultats. On a essayé de monter un projet unique, encore une fois, qui n'a jamais été fait. Il y a d'autres clubs qui se lancent. Et Bayonne, l'an dernier, a essayé de monter un projet aussi sur les étapes estivales qui est un peu partout en France, organisé par la FFR. Perpignan peut-être développerait, il y en a quelques-uns. Il faut qu'on fasse jouer, il faut que ça y soit. On a l'impression que ce rugby à 7, il a plus de notoriété sur l'échiquier international plutôt qu'à l'intérieur de nos frontières, malgré l'Inextenso Super 7, qui reviendra aussi post-Jeux Olympiques au mois d'août. Donc j'espère que la LNR est en train de finaliser les lieux de ces étapes. Vous aimeriez Bordeaux ? On nous l'a proposé, mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit en mesure d'organiser l'Inextenso. 33 000 personnes, ça va sonner creux. Moi, je pense que dans quelques temps, peut-être l'organiser à Moga, ça ferait revivre. Je pense que le stade est à bonne taille pour pouvoir organiser un tournoi à 7 à Moga. On a dans les tuyaux. Là, ils sont en train de refaire les installations, notamment le terrain d'entraînement à Moga, donc il n'y a pas de disponibilité. Mais dans l'avenir, on aimerait organiser un tournoi. Néanmoins, cette année, elle va compter. Post-Jeux Olympiques, nous, on a un titre à défendre sur le circuit élite. On est champion de France. Donc, il nous tarde de recommencer. Et on recommence notre premier tournoi le week-end prochain à Montpellier, le Winter 7, qui est notre premier tournoi
de préparation où on va intégrer, où j'en profite pour intégrer de nouveaux joueurs qui faisaient pas partie du projet depuis le début et faire jouer un petit peu ceux qui sont un peu en manque de temps de jeu, quelques espoirs. Voilà, on essaye de refaire repartir la machine et puis après on repartira en mai avec des tournois en Europe et le championnat de France du circuit élite avant de préparer l'Inextenso où on va essayer de taper dur. Voilà. En tout cas, vous avez fait un beau parcours lors de la dernière édition de l'Inextenso Super 7 de l'UBB. C'était pas mal, mais on a la dernière étape qui nous est restée coincée à travers la gorge. Donc, mais ça, on en reparlera que après les Jeux, voilà, quand ça arrivera et qu'on sera dans la saison déjà 2024-2025. Exactement, en tout cas vous voyez que le club de l'Union Bordeaux-Bègles se développe partout. On avait fait un point avec les espoirs avec Frédéric Garcia, maintenant un point avec le Seven avec Laurent Ferrer. Merci Laurent Ferrer d'avoir été avec nous. Merci à vous. Ce soir sur le plateau de TV7 dans Top Rugby. Dans quelques instants on va prendre un peu de nouvelles de Pro D2 et notamment du club de Soyons-Angoulême avec Laurent Cardona. À tout de suite.